Il est 12h, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance à notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Célébration ce mercredi de la fête du travail. Ce traditionnel rendez-vous du 1er mai est l'occasion de manifester, mais aussi présenter des doléances au pouvoir public sur les conditions des travailleurs. Dans ce journal, nous irons en Côte d'Ivoire et au Cameroun pour voir comment se sentent les travailleurs dans ces pays. Sport, football, Dortmund jouera la finale de la Ligue des Champions le 25 mai prochain. Battu 2-0 hier par le Real Madrid, le club allemand se qualifie de justesse. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la fête du 1er mai, la fête du travail, une occasion pour les travailleurs de la Côte d'Ivoire, membres de différentes organisations syndicales, de présenter des doléances aux autorités compétentes. Retour sur les origines de la fête du 1er mai avec nos confrères de la RTI 1. Le 1er mai est depuis 1886 la journée des revendications salariales. C'est à cette date que des syndicats américains avaient appelé près de 400 000 travailleurs à manifester pour l'obtention de la journée des 8 heures. Depuis, la journée marque celle des revendications ouvrières, donnant lieu à des défilés de travailleurs. Depuis 1947, ce jour est donc chômé et payé pour tous les travailleurs, mais pour ceux que le métier oblige à la tâche, le salaire est généralement doublé. Le 1er mai, c'est aussi le symbole d'une ère nouvelle dans la vie et dans la lutte des travailleurs, une ère qui présente chaque année pour les travailleurs de nouvelles décisions, de nouvelles batailles pour la liberté et l'indépendance. Le 1er mai est également le jour du muguet, sans qu'il y ait de lien direct avec la fête des clochettes printanières. Il est souvent offert à ceux qu'on aime. Restons dans le cadre de la célébration du 1er mai, menace de grève et revendication des travailleurs. Ce 1er mai vient en quelque sorte sonner la paix des braves, un répit pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale du Cameroun, lui qui a joué les négociateurs au cours de ces derniers mois avec des syndicats de presque tous les secteurs de la vie socio-professionnelle. Le soleil à lui, ce 30 avril. Gardez même à Yaoundé. Joli temps qui contraste avec le bulletin météo prédit par les syndicalistes après fête. Nous allons reprogrammer un arrêt de travail pour que nous aussi nous soyons des citoyens comme tout le reste. Cet homme parle au nom de 25 000, le nombre de conducteurs de taxi affiliés à son syndicat. Ils sont plus de 200 000 et partent dans le pays et en colère. En voici les raisons. Le gouvernement, le ministère des Transports, a refusé de nous établir la liste des pièces exigibles lors des contrôles routiers, de nous établir la liste des infractions. Il fallait donc garder les yeux au ciel, car le temps va se couvrir. Les taximens parlent de choses et d'autres, mais ce que l'on retient qui touche aux gens, c'est ce qu'ils considèrent, eux, comme une inhumanité. Le policier en route vous stoppe volontiers et vous condamne à la fourrière, par défaut d'assurance du véhicule. Comme si quand les biens sont saufs, les hommes peuvent toujours courir, mourir. Un chauffeur n'est pas assuré, hein? Il est derrière le volant comme le bagage, mais le bagage même est assuré. Nous revendiquons que la CNPS puisse produire la carte de sécurité sociale, ce qui est exigé sous d'autres cieux. Nous allons fêter avec des bandeaux noirs, ça veut dire que nous sommes en deuil et on pleure. Dire que 9 travailleurs sur 10 ne savent même pas de quoi on parle. Des brouillards, personnes pauvres très embêtées, tous les virés du système. Bonjour l'ambiance. Dans une vidéo, il avait mis en garde la France l'an dernier contre une intervention au Mali. Le djihadiste français Gilles Le Guen a été arrêté il y a 2 jours par les forces françaises dans la région de Tombouctou, au nord du pays. Une arrestation annoncée par RTL mardi en fin d'après-midi, puis confirmée par l'armée. L'islamiste est un quinquagénaire converti de longue date et qui s'est fait appeler Abdel Jelil. Toujours dans le cadre du Mali, c'est un casse-tête pour la commission électorale du Mali qui est chargée d'organiser des élections en juillet prochain. La France insiste car un scrutin présidentiel pourrait, selon elle, conférer une autorité à l'État. Mais pour les organisateurs du vote, les conditions sont loin d'être réunies, même si un début de normalité commence à se mettre en place.
La police est de nouveau à pied d'œuvre dans les grandes villes du Nord Mali, comme ici à Gao, où le drapeau national reprend des couleurs. Lentement, les administrations investissent des locaux à l'abandon. Les islamistes chassés, il faut revenir à la normale. Tout s'enchaîne aujourd'hui au niveau de Gao. Les représentants de l'État sont là. Les forces de sécurité sont là. Et la population est de retour. Donc nous, ce qui reste à faire, c'est effectivement faire un système d'organisation, effectivement, de tout ça. Principal objectif, la tenue d'élections prévues au début du mois de juillet. Une urgence qui faisait l'objet à Bamako d'une rencontre sur le processus électoral. Il n'y a pas d'option B. La seule option qui est en face de nous, c'est de réussir des élections libres, c'est de réussir des élections transparentes, c'est de réussir des élections libres pour aider notre pays à avoir des institutions renforcées, à renforcer notre processus démocratique. Mais à peine énoncé, cet impératif est déjà contesté par ceux-là même qui sont chargés d'organiser les élections présidentielles. Réviser les listes électorales, recruter quelques 25 000 délégués de la CENI, mettre en place la logistique, nécessite du temps et de l'argent. La date du 7 juillet pour le premier tour d'élection du président de la République nous paraît difficilement tenable au regard de certaines activités majeures que nous devons mener. À cela s'ajoute le sort de quelques 400 000 déplacés ou réfugiés peu pressés de rentrer, les risques d'attaques terroristes et le cas de la ville de Kidal, toujours sous contrôle des indépendantistes du MNLA qui refusent la présence de l'armée malienne et l'organisation des élections. Plus de 18 mois après la chute de Mouammar Kadhafi, des miliciens ont pris position ces dernières heures autour de deux ministères clés de l'État, les affaires étrangères et la justice. Ils exigent le départ des pro-Kadhafi. Des hommes en armes, des missiles sol-air, des lance-roquettes et une vingtaine de pick-up, un véritable arsenal de guerre. Pour obtenir le départ des anciens collaborateurs du régime Kadhafi, les miliciens emploient la manière forte. Ils ont purement et simplement demandé au ministre de la Justice et à son personnel de quitter leur bureau et fermer les portes à clé. Notre demande, c'est l'exclusion politique des anciens kadhafistes. Nous ne partirons pas tant qu'ils ne feront pas passer la loi d'exclusion politique. L'actuel ministre de la Justice était l'instituteur d'Aïcha Kadhafi. C'est lui qui lui a enseigné la législation. C'est un ancien du régime quand même. Après le ministère des Affaires étrangères dimanche, les miliciens ont donc étendu leurs actions, comme promis, à celui de la justice. Des miliciens rejoints dans leur mouvement par plusieurs centaines de manifestants, des protestataires qui, comme s'ils enterraient leurs illusions de la révolution, ont choisi de défiler avec des cercueils et les photos de ceux qu'ils appellent les martyrs du soulèvement. Des actions qui illustrent que 2 ans après, les nouvelles autorités libyennes paraissent incapables de rétablir l'ordre et que la nouvelle Libye peine à trouver ses marques. Ils sont encore à la une de l'actualité. Au Cameroun, les 70 sénateurs proclamés élus au cours de l'audience solennelle de lundi à Yaoundé sont les tout premiers de l'histoire du pays. Cette audience de proclamation était une des étapes sur le chemin de la mise en place du système législatif camerounais dans sa forme la plus complète. Première étape vers le Sénat franchie, la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a entériné l'élection des 70 sénateurs issus du scrutin du 14 avril dernier. La deuxième étape concerne le président de la République qui, conformément à la Constitution, a la responsabilité de nommer par décret 3 sénateurs par région, soit 30 sénateurs. Des décrets qui, suivant le code électoral, doivent intervenir dans un délai de 10 jours maximum, suivant la proclamation des résultats par la Cour suprême. Les 100 membres de la Chambre haute du Parlement seront donc connus au plus tard le 9 mai prochain. Enfin, la troisième étape du processus concerne l'entrée en fonction des sénateurs qui interviendra conformément à l'article 215 du 19 avril 2012 portant code électoral, le 3e mardi suivant la proclamation des résultats. Les premiers sénateurs du Cameroun entreront donc en fonction dans le cadre d'une session de plein droit le 14 mai prochain.
Je vous propose de suivre à présent dans le sud du Maroc ce véritable havre de paix pour espèces animales en voie de disparition. La station d'acclimatation de Safia accueille des autruches et autres gazelles où elles peuvent évoluer sous le regard émerveillé et bienveillant des visiteurs comme des chercheurs. Située à 340 km au sud-est de Dakhla, la station d'acclimatation de Safia accueille 3 espèces en voie de disparition. L'oryx, une espèce proche de l'antilope, la gazelle et l'autruche. Cet espace destiné à protéger la faune saharienne a été créé en 2008. Nous concentrons nos activités sur ces 3 espèces, l'oryx, la gazelle et l'autruche. Les résultats constatés entre 2008 et 2013 sont impressionnants. Le nombre de gazelles a en effet été multiplié par 3, dépassant les 40 animaux, et celui des oryx a été doublé. Ce projet est en train de réussir, mais notre objectif final est de permettre à la faune de retrouver son environnement naturel en toute liberté. Pour l'instant, ce n'est pas possible en raison du risque que représentent les chasseurs. La station d'acclimatation et de réintroduction de la faune saharienne de Safia s'étend actuellement sur 600 hectares. Un projet d'extension permettra d'aménager 300 hectares supplémentaires. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce fait divers, fin de parcours pour une cambrioleuse de domicile. Niaouré Rita a été arrêtée en début de semaine dans la commune de Yopougon, son lieu de prédilection. La police a trouvé en sa possession arsenal composé essentiellement de clés pour serrure de porte et plusieurs bijoux de valeur. Un mois d'activité et déjà 4 forfaits portant sur le vol d'argent et de bijoux dont elle ne peut estimer la valeur. Rita, la prostituée cambrioleuse de domicile, a son mode d'opération. Quand on tape la porte, il n'y a personne, puis on essaie la clé. On essaie la clé jusqu'à trouver celle qui peut ouvrir la porte. Si ça ne passe pas là, puis on casse. On vend les chaînes là. Si on trouve un peu d'argent, puis on prend. Quand je suis parti chez la première personne, il y a eu 30 000 là-bas. Quelques bijoux. Pour ces opérations, Rita dispose de 1000 clés, 200 retrouvées après perquisition à son domicile de Koumassi et les 800 autres en sa possession lors de son arrestation à Yopougon. Une arrestation facilitée par le gérant de l'immeuble où Rita a commis avec son gang un vol une semaine plus tôt. Ce monsieur qui a remarqué des présences de femmes qui n'habitaient pas l'immeuble a réussi à interpeller justement cette dernière. Ces dames-là volent essentiellement dans les maisons inoccupées. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez personne et que vous partez au travail, lorsque vous fermez, c'est là qu'elles viennent. Donc, il faudrait que la population collabore franchement avec nous afin que nous puissions au mieux assurer sa sécurité. L'arrestation de Rita, un coup de filet du commissaire du 17e arrondissement et ses éléments. Ils poursuivent encore les complices de la prostituée cambrioleuse, 2 autres femmes habitantes, elles, de Yopougon, une commune où les vols par effraction et autres subterfuges qui consistent à détourner l'attention des domestiques sont devenus récurrents. Tout Bernabeu y a cru en toute fin du match, mais le Real Madrid n'a pas réussi son exploit. Vainqueur du Borussia Dortmund 2-0, le Real Madrid échoue encore aux portes de la finale pour un but. Les Madrilènes ont marqué trop tard dans la rencontre, servi par Mesut Özil. Karim Benzema ouvre le score seulement à la 83e minute de jeu. Le Français ensuite passeur décisif sur le deuxième but. Madrilène à la 88e minute pour Sergio Ramos. Succès 2-0 donc pour le Real, tout proche de l'exploit à Santiago Bernabéu. Voilà qui ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa Télévision. Au revoir.